Bien, on va commencer si vous voulez. Donc, bonjour à tous. C'est évidemment impossible pour moi de commencer ce cours en poursuivant simplement celui de la semaine dernière. Vous le savez, le président de la République vient tout juste de s'exprimer ici même, à la Sorbonne, et de rendre ainsi hommage aux étudiants qui ont été les victimes des attentats, que certains d'entre vous connaissiez peut-être. Le président de l'université, dans un communiqué diffusé hier soir, a rappelé que notre rôle ici consiste avant tout à poursuivre nos missions d'enseignement et de recherche, qui sont la raison d'être de l'institution universitaire et constituent en eux-mêmes une forme de réponse à tous ceux qui veulent atteindre, d'une façon ou d'une autre, la liberté de penser, de parler et d'agir. Dans ces circonstances, je crois qu'il est de mon devoir de commencer le cours en parlant de ces événements, au moins pour deux raisons. D'une part, comme tout professeur, qu'il soit professeur des écoles, des collèges, des lycées ou d'universités, je crois nécessaire d'assumer un rôle de médiation auprès des générations plus jeunes que la mienne. C'est d'ailleurs une des grandes noblesses de ce métier. Mais d'autre part, je pense aussi que j'ai un devoir en tant que professeur de linguistique, c'est-à-dire comme spécialiste des questions de langage, et donc, pour employer la formule de Foucault, comme intellectuel spécifique. Vous aurez sans doute remarqué qu'immédiatement après la sidération provoquée par l'événement, un besoin de parole est apparu, puissant, fondamental, et qui va bien sûr continuer à se développer. Il est vital pour les êtres humains que nous sommes, que nous parlions de ces événements, de cet attentat, de ces attentats. Vous allez vous-même dire un certain nombre de choses, et vous allez en entendre encore plus. Au plan politique, la question du langage est également cruciale, en relation bien sûr avec la dimension pratique, celle des actes, des décisions. L'une des premières décisions du président de la République a été de choisir le mot « guerre » pour désigner la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Décision dont on peut penser ce qu'on voudra, mais qui incontestablement montre bien que dans cette situation si grave, des décisions importantes doivent être prises qui placent au centre la question du langage. Je pense donc que nous, linguistes, je veux dire nous les professeurs et vous, les jeunes chercheurs, nous avons dès maintenant un rôle important à jouer pour contribuer à faire en sorte que ce qui se produit autour de nous en matière de langage soit un peu compris, pour aider autant que nous pouvons le faire notre entourage, nos amis, nos concitoyens à prendre du recul, de la distance à l'égard de ce qui se dit, à l'égard de la façon dont se formule ce qui se dit. Alors en première analyse, je crois qu'il faut avoir en tête que dans les circonstances présentes, 4 types de discours doivent être distingués. Alors, c'est une grande simplification par rapport aux typologies de discours qui peuvent exister, mais c'est une sorte de kit de survie, si vous voulez. 4 types de discours, donc, le discours émotionnel, le discours référentiel, le discours d'opinion et le discours de dialogue. Le discours émotionnel est premier. C'est celui du deuil, de la peine, de la plainte, de la compassion, mais aussi de la peur, de la haine réactive. Il faut accepter de l'entendre, cette plainte, cette douleur, et ne pas trop se presser de la faire taire pour tourner la page. Je vous renvoie sur ce sujet au beau livre de Michael Fossel sur la consolation qui a paru cette année. Ce discours est centré, ce discours émotionnel donc est centré sur celui qui parle, le locuteur, peu importe à qui il parle au fond, bien que certaines écoutes soient plus réconfortantes que d'autres. Ce discours n'est pas susceptible d'une analyse qualitative, sauf à la rigueur sur le plan de la sincérité de l'émotion véhiculée. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais discours émotionnel. En revanche, le discours référentiel est passible d'une analyse qualitative, car il a pour vocation de décrire la réalité, autrement dit, de dire ce qui s'est vraiment passé, ce qui a eu lieu. Un bon discours référentiel est donc un discours qui décrit fidèlement la réalité en s'appuyant sur des faits vérifiés. C'est un discours soumis à ce que Pascal Angèle appelle la norme du vrai.
Les principales difficultés de ce type de discours sont d'une part qu'il se transmet presque toujours de deuxième ou de troisième main, à partir des sources policières, c'est ce qu'on appelle une connaissance déférentielle ou par déférence, donc il est toujours susceptible d'être déformé, mais aussi, d'autre part, qu'en dépit de sa fonction référentielle, il ne peut jamais être dénué d'une forme ou d'une autre de subjectivité. Si le discours référentiel est configuré comme une sorte de face-à-face de l'homme parlant et de la réalité du monde, ou, si on veut être un peu plus précis, comme un dispositif dans lequel ce face-à-face est soumis à des tiers, à des personnes qui prennent connaissance de la description proposée, le discours d'opinion, lui, aurait plutôt la structure d'un face-à-face entre deux individus, un individu qui parle et donne son opinion, l'autre qui écoute et qui, peut-être aussi, donnera la sienne. Ce type de discours peut ou non s'appuyer sur les précédents, le discours émotionnel et le discours référentiel, mais il doit en être rigoureusement distingué parce qu'il possède des objectifs complètement différents. La principale question qui se pose ici, je crois, c'est celle de savoir s'il faut entendre toutes les opinions, même les plus extrêmes. Et enfin, le discours de dialogue est celui qui met en jeu non plus une personne qui parle et une autre qui écoute, mais deux interlocuteurs qui construisent ensemble un espace discursif. Si le discours d'opinion est centré sur le locuteur, celui qui parle et dit ce qu'il pense, le discours de dialogue est centré sur l'autre, sur l'allocuteur, sur le souci de la compréhension de ce que l'autre dit. Je précise qu'il ne s'agit absolument pas ici d'une forme ou d'une autre d'irénisme. Comprendre ne signifie pas accepter purement et simplement, ni se mettre d'accord d'une manière consensuelle. Comprendre signifie être capable de modifier ses propres schémas conceptuels pour les rendre aptes à intégrer ce qui leur est étranger, c'est-à-dire une pensée différente. Alors, cette petite typologie que je vous donne n'est pas seulement descriptive, elle est à vocation pratique. Parce que dans les débats qui vont avoir lieu, dans les discussions que vous allez avoir avec toutes sortes de gens, dans ce que vous allez entendre à la radio, à la télévision, ce que vous allez lire sur Internet, vous verrez se mêler ces types de discours, et je pense qu'on gagne en compréhension globale de ce qui est en train de se passer, en ayant à l'esprit qu'il ne faut pas mélanger les plans, que quelqu'un qui parle en prétendant dire ce qui s'est passé ne parle pas de la même façon que quelqu'un qui parle pour dire une opinion sur ce qui s'est passé, etc., etc. Donc ces types de discours sont souvent mêlés, et je crois, c'est la raison pour laquelle il m'a semblé utile de vous présenter cette toute petite typologie. Je crois qu'une bonne partie des malentendus entre les êtres parlants, entre les personnes qui discutent, vient de ce que chacun ne comprend pas forcément sur quel plan l'autre parle. Donc il me semble qu'avoir à l'esprit la distinction de ces différents régimes discursifs, si l'on veut, ces différents types de discours, cela peut être assez utile.